En série ou en film, les adaptations de livres crèvent l'écran depuis des décennies. Et si certaines relèvent de l'évidence, comme les Harry Potter ou la plupart des histoires de Stephen King, d'autres constituent en revanche un pari audacieux. Nul doute que les écrits du Britannique Clive Barker sont de celle-là. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui, sortez vos pince-tétons et préparez votre plus beau pistolet à clous car on va parler d'un bon film. J'ai vu l'avenir de l'horreur et son nom est Clive Barker. Cette citation de Stephen King propulse le petit gars de Liverpool qui n'a alors que 32 ans au sommet des ventes de livres internationales. Mais si l'auteur a indéniablement bénéficié de ce coup de pouce, son univers unique aurait de toute façon fini par s'imposer auprès des amateurs d'épouvante. Et de sadomasochisme. Quoi, c'est juste pour cette vidéo, ok? Barker n'a que 14 ans lorsqu'il écrit sa première nouvelle, et à peine 21 au moment de brandir sa caméra Super 8 pour mettre en boîte Salomé, son premier court-métrage. Arty et muet, Salomé ne convainc aucun acheteur. Cet échec ne décourage toutefois pas la bande de potes qui s'attaquent 2 ans plus tard au tournage de leur second essai adapté du mythe de Faust. Mais encore une fois, le film moisira dans les cartons de Barker pendant près de 2 décennies, jusqu'à ce qu'un directeur d'exposition ne demande au réalisateur l'autorisation d'en proposer un montage au début des années 90. C'est qu'entre-temps, Barker est devenu une figure incontournable du milieu de l'horreur, aussi bien littéraire que cinématographique. Les nouvelles qu'il a commencé à écrire à la fin des années 70 ont abouti à un recueil nommé Les Livres de sang, publié en 1984 aux éditions Sphere Books. Avec aux États-Unis la fameuse phrase de Stephen King en couverture. Ils auraient eu tort de se priver. Toutefois, Barker ne doit rien à personne. Si l'auteur anglais a brusquement explosé dès la parution de son premier recueil de nouvelles, c'est parce qu'il a su développer un univers unique en son genre, emmenant l'horreur vers des territoires plus troubles, plus sensuels, voire plus psychanalytiques. Sa capacité à conceptualiser la face cachée de l'âme humaine ainsi qu'à brouiller les frontières entre le bien et le mal a fait souffler un vent nouveau sur la littérature fantastico-horrifique. Barker aime les monstres parce que ceux-ci ne dissimulent pas l'ambiguïté de leur nature sous le vernis aliénant de la normalité. Et forcément, avec toutes ces qualités, les livres de sang sont un carton. Et l'année suivante sort son premier roman, Le jeu de la damnation, puis son second. Barker se dit alors « Hey, si je réalisais moi-même mon propre film ?» Parce que bon, à ce moment-là, 2 longs métrages ont déjà été tirés de ses écrits et comment dire. C'est nul. Transmutation et Rowed Rex, sortis respectivement en 85 et 86, ne donnent pas pleinement satisfaction à l'auteur britannique qui trouve que le premier ressemble à un mauvais clip de MTV et le deuxième à un slasher de seconde zone. Difficile de lui donner tort. Il décide alors de prendre les choses en main lui-même et porte son choix sur The Hellbound Heart, une novella qu'il vient de publier dans l'anthologie Dark Visions. Il contacte son ami producteur Christopher Figg qui lui répond que pour pouvoir lancer le projet, il faut que le film puisse être tourné pour $1 million dans un lieu unique avec des acteurs inconnus. Banco, se dit Barker, puisque The Hellbound Heart se déroule presque intégralement dans une maison. La maison qui sera finalement choisie pour servir de décor principal au film se trouve au 187 Dollis Hill Lane à Londres. Elle était vraiment délabrée à l'époque du tournage et donc nécessitait peu d'habillage pour ressembler à ce que Barker avait en tête. Elle a donc été utilisée pour la plupart des intérieurs et des extérieurs du film. Barker reprend donc The Hellbound Heart et y apporte quelques changements mais rien de particulièrement notable à l'exception d'un titre qui annonce la couleur. Sadomasochist from the grave. Heureusement, Fig et lui finiront par se mettre d'accord sur Hellraiser. Ouais, mais ça parle de quoi? Eh bien, je vais te le dire, jeune spectateur vigoureux. Frank Cotton, un épicurien en quête de plaisirs interdits, fait l'acquisition d'un casse-tête en forme de cube. En le manipulant, il en fait sortir des chaînes crochetées qui se plantent dans sa chair et provoquent l'apparition de créatures surgies des enfers appelées les Cénobites. Menés par un prêtre au visage constellé de clous, les Cénobites déchiquettent Frank sans état d'âme. Bien fait, laissez Nobit tranquille. Plus tard, Larry, le frère de Frank, vient visiter la maison avec sa femme Julia, laquelle a eu une liaison avec Frank par le passé. Julia, dont la méchanceté est d'ailleurs inscrite sur le visage dès le plan d'introduction. Puis appuyée par des indices subtils comme un écrasement de clopes sur le parquet et par les mots d'amour de son mari. La gaffe. Pendant que Julia ressasse de vieux souvenirs trouvés au fond d'une boîte, Mais Franck, t'es sûr que c'est une bonne idée de faire ça, si jamais Larry tombe dessus? Mais ouais, vas-y poupée, bouge ton boule, c'est pour la beauté de l'art.
Larry fait le tour du propriétaire, ce qui l'enthousiasme tellement qu'il appelle sa fille Kirsty pour lui demander de venir, puis annonce une bonne nouvelle à sa femme. On emménagera lundi. Malheureusement pour la petite famille, Frank arrive premier dans un concours de circonstances et se voit ramené à la vie par quelques gouttes de sang versées par accident. La notion de vie étant toute relative dans le cas présent, ce petit polisson de Frank réclame à sa belle-sœur ses serviettes usagées. Le sang m'a conduit jusqu'ici. Il m'en faut plus. C'est le point de départ d'un engrenage infernal puisque, manquant de serviettes, Julia accepte de récolter du sang afin que son amant puisse entièrement restaurer son corps. Enfin, il n'y a qu'une seule partie qui l'intéresse, hein. Dès le lendemain, elle commence donc à draguer des hommes dans les bars avant de les ramener à la maison et de les assassiner pour que son amant puisse s'en repaître, ce qui va progressivement lui rendre ses forces. Retenez bien ça, les enfants. Le cannibalisme, c'est bon pour la santé. Une fois ses forces retrouvées, Frank explique à Julia qu'il aimerait de nouveau jouer à touche-pipi avec elle, mais le temps n'est pas encore venu parce que ce lourdeau de Larry traîne toujours dans les parages. Julia, est-ce que ça va? Et pendant que Julia se lance dans une campagne de régulation de la population mâle de Londres, Kirsty vit des aventures tout à fait passionnantes à base d'insectes et de SDF chelous. Finalement, Frank explique à Julia qu'il avait épuisé toutes les expériences charnelles que notre monde a à offrir et que c'est pour cette raison qu'il a recherché le cube afin de pénétrer un royaume de nouveaux plaisirs interdits. Manque de chance, à la place il a ouvert un portail vers l'enfer des Cénobites, lesquels l'ont soumis à une extrême torture sadomasochiste. En gros, ils ont fait de lui leur petite... Venue visiter la maison, Kirsty tombe sur Julia qui y ramène un homme. Curieuse, elle la suit jusqu'au grenier où elle refait connaissance avec son oncle qui est visiblement très content de voir qu'elle a grandi. Allez, viens voir papa. Dans la bagarre, Kirsty tombe sur le cube et le jette par la fenêtre, ce qui contrarie fortement Tonton. Une fois hors de la maison, elle récupère le cube et s'enfuit, mais elle finit sa course saisie d'un malaise sous les yeux des passants les moins stressés du monde. Ça ne va pas? Kirsty se réveille alors à l'hôpital et après une rencontre avec le médecin le plus charismatique de la capitale, Mademoiselle, recouchez-vous. elle résout le casse-tête du cube parce qu'elle n'a de toute façon rien de mieux à faire. Le mur fait brrr, la créature fait grou, Kirsty fait... Puis les Cénobites débarquent. Ouais, ils savent soigner leur entrée, les petits sagouins. Puis Ned lui explique alors que les Cénobites sont de simples explorateurs des bonheurs charnels, pratiquant une forme de sadomasochisme si extrême qu'elle transcende la frontière entre douleur et plaisir. Mais parce qu'ils ne connaissent pas MeToo et la notion de consentement, ils tentent alors de forcer Kirsty à venir avec eux. Cette dernière en profite pour leur apprendre que Frank leur a échappé et négocie sa libération en échange de la capture de son tonton tringleur. Elle retourne à la maison où elle saute dans les bras de son père qui lui annonce qu'il a affronté et tué Frank. Mais Frank, qui ne parvient décidément pas à réprimer son complexe d'Œdipe, se trahit. Allez, viens voir papa. Et parce que c'est une grosse buse, il faut bien le dire, il tue Julia par erreur. Tout ça se conclut à l'étage où Jésus décide de faire une petite blague à Kirsty. Quel déconneur, ce fils de Dieu. Peu après, Frank coince finalement Kirsty dans le grenier où il se vante d'avoir tué son frère. Ouais, il est comme ça, Franck, la famille avant tout. Les Cénobites débarquent encore une fois de façon stylée et se déchaînent afin de rappeler aux malandrins qui sont les vrais patrons. En voyant ça, Kirsty croit que c'est bon pour elle, mais les Cénobites qui sont un peu taquins sur les bords tentent quand même de l'emmener avec eux. Si on peut même plus faire confiance au premier démon venu. Heureusement, Kirsty referme le cube des lamentations et malgré quelques dernières péripéties, tout rentre dans l'ordre. Et parce que les tentatives d'enlèvement à répétition ça va bien 2 minutes, elle tente de brûler le cube dans une décharge publique, mais le mangeur d'insectes entre dans les flammes et récupère l'objet avant de se transformer en une créature ailée squelettique. Le cube finit alors entre les mains du marchand qui l'avait vendu à Frank en début de film et on comprend que dans ce grand cycle de la vie, tout va recommencer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Les amis, quel film! Je sais que j'ai l'air de me moquer, mais Hellraiser est un putain de chef-d'œuvre qui ne perd rien de sa force malgré les nombreux visionnages. Pour un premier essai, Barker signe un coup de maître qui s'avérera tellement impactant qu'aucun réalisateur ne se risquera à proposer une variante de cet univers si singulier. Tout au plus peut-on en trouver des réminiscences ici ou là, notamment dans le meilleur film de Paul W.S. Anderson, Event Horizon. Il faut dire que ce premier Hellraiser, retitré Hellraiser le pacte chez nous, est moins un film d'horreur qu'une histoire de relations toxiques et que malgré son faible budget, il n'apparaît jamais fauché grâce au maquillage de Bob Keane qui recevra un Saturn Award pour son travail et à la lumière de Robin V. John. Mais le succès du film est évidemment aussi à mettre au crédit de son casting d'inconnus. Claire Higgins crève l'écran dans la peau de la perverse Julia pour ce qui restera le rôle de sa vie malgré des apparitions récentes dans Ready Player One et dans la série Netflix Sandman.
C'est également le cas pour Ashley Lawrence, à qui Kirsty collera tellement à la peau qu'elle ne pourra pas faire autrement que de réenfiler ses habits 3 fois par la suite. Son tonton pervers ne connaîtra pas un meilleur sort puisque Frank, alias Sean Chapman, demeurera abonné aux séries et téléfilms britanniques. Celui qui s'en sortira le mieux n'est autre qu'Andrew Robinson, puisque l'acteur qui s'était déjà fait remarquer 15 ans plus tôt dans l'Inspecteur Harry finira par se faire une place dans le cœur des fans de Star Trek grâce à son interprétation du Cardassien Garak dans Star Trek Deep Space Nine. Et bien sûr, que serait Hellraiser sans son visage fétiche, à savoir Doug Bradley. L'ami d'enfance de Barker, que l'on avait déjà pu admirer dans Salomé et The Forbidden, trouve ici un parfait moyen d'expression de son talent, au point de propulser instantanément Pinhead au rang d'icône de la pop culture et de s'en montrer indissociable. Un exploit d'autant plus remarquable que seuls quelques-uns l'avaient réussi jusque-là. On ne va pas se mentir, Hellraiser est un film sale, qui dégage une réelle odeur de stupre et de pourriture, ce qui ne l'empêche pourtant pas de récolter 14 millions de dollars au box-office, soit près de 15 fois sa mise de départ. Et à Hollywood, comme chacun le sait, qui dit succès dit suite. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Et voilà, cette première vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la manœuvre, la cloche, le pouce bleu, le commentaire, tout ça. Le concept de la chaîne est simple, passez en revue les grandes sagas d'horreur épisode par épisode. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater. En attendant, je vous dis à bientôt pour Hellraiser 2 et attention, ça va couper!